Bonjour, on va commencer. Alors donc c'est le deuxième cours que je vais consacrer au difféomorphisme du cercle et je vais essayer d'expliquer un petit peu aujourd'hui la méthode de renormalisation. Alors il y a une référence que je ne vous demande pas de noter parce que vous pouvez de toute façon récupérer le PDF du cours, je veux dire, sur le site web du collège, mais enfin qui contient tout ce que je vais raconter aujourd'hui et nettement plus. Donc en particulier tous les détails que je n'ai pas le temps d'expliquer sont dedans, ainsi qu'aussi ce que je n'ai pas du tout le temps d'aborder, c'est la construction de contre-exemples au théorème de linéarisation qui se trouve aussi là-dedans, qui utilise la méthode de renormalisation mais d'une façon un peu plus sophistiquée, enfin ou plutôt une méthode inverse de dénormalisation, si on peut dire, et donc qui est aussi expliquée dans cet article. Alors, donc quelques mots généraux sur la méthode de renormalisation, même si je... alors, bien, pour commencer, c'est des difféomorphismes de nombre de rotations irrationnelles, sans orbite périodique, auxquelles elles s'appliquent. Et donc, de façon générale, sans être pour le moment trop précis, on va l'être ensuite, donc la méthode de renormalisation consiste à regarder des applications de premier tour du difféomorphisme F sur une suite d'intervalles qui est de plus en plus petite. Alors j'ai dit suite décroissante, ça ne sera pas tout à fait le cas, c'est presque le cas, parce qu'en fait elle sera alternée, c'est-à-dire qu'IN sera contenu dans IN-2, mais pas dans IN-1. Alors on regarde ces applications de retour, et donc l'idée c'est que le domaine sur lequel on regarde est de plus en plus petit, mais les temps de retour, en conséquence, puisqu'on regarde l'application de retour sur un petit domaine, vont devenir de plus en plus grands. Et malgré tout, parce qu'on a affaire à une dynamique de type quasi-périodique, ces applications de retour, vues à l'échelle appropriée, c'est-à-dire l'échelle du domaine sur lequel on regarde le retour, ces applications ne vont pas exploser et vont même, en fait, en l'occurrence, tendre vers des rotations, ce qui permet d'étudier de façon intéressante cette suite d'applications de retour. Si on travaillait dans un cadre, disons, de dynamique hyperbolique, les applications de retour, même, d'abord, sont souvent pas complètement définies, enfin pas partout définies, et également parce que justement la dynamique est hyperbolique, ces applications explosent exponentiellement, donc la méthode de renormalisation ne fonctionne pas en ce sens. Alors, les temps de retour, donc on va voir que les temps de retour seront facilement exprimables en fonction donc, de la suite des réduites du nombre de rotations. Essentiellement, ça sera la suite des Qn avec une petite modification. Et dernier point, c'est que j'ai envie de dire, de toute façon, dans toutes les démonstrations que je connais de théorème de linéarisation, on est amené à considérer les itérés f indice Qn. Alors ici, ces applications de retour Fn, c'est essentiellement les f itérés Qn fois, mais considérés à une autre échelle que l'échelle initiale. De toute façon, j'ai envie de dire, toutes les démonstrations de théorème de linéarisation ont tendance, en tout cas quand on n'a pas le cadre, je dirais, perturbatif que j'ai expliqué la dernière fois, donc quand on est dans un cadre global, sans hypothèse de proximité à des rotations, utilise l'analyse, enfin l'étude des FQN dans la démonstration. Alors, ces méthodes sont spécialement performantes dans le cadre analytique en raison d'un critère qu'on a déjà vu en quelque sorte pour les germes de difféomorphisme holomorphe. C'est le critère que la stabilité, la linéarisabilité analytique est équivalente à la stabilité topologique. On va voir que c'est la même chose ici. Et ça permet, justement, en montrant la stabilité topologique plutôt que la linéarisabilité analytique, d'arriver à facilement voir qu'un difféomorphisme sous les hypothèses adéquates est linéarisable, alors que c'est plus fatigant quand on est dans un cadre C infini. Donc, pour des raisons essentiellement techniques, ce n'est pas pour des raisons de fond, mais pour des raisons techniques, c'est plus facile d'expliquer cette méthode et de la faire fonctionner dans le cadre analytique. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Enfin,
pas tout de suite. Alors, quels sont ces IN dont j'ai parlé? Donc, j'ai déjà expliqué, les applications de retour vont être liées au temps qui sont les dénominateurs des réduites du nombre de rotations. L'intervalle IN lui-même utilise ces réduites, puisqu'on va prendre un point de t, n'importe lequel, là ça n'a pas d'importance, un entier strictement positif, et l'intervalle IN de x0, c'est en fait un intervalle, alors il y a un dessin dans le slide un peu plus loin, mais c'est un intervalle dont les extrémités sont précisément x0 et fqn-1 de x0. Alors, évidemment, je suis sur le cercle, donc quand en fait, je prends le petit intervalle, puisque fqn-1 va être proche de l'identité, au moins c'est 0, et donc je prends le petit intervalle avec ses extrémités. Une autre façon de le dire, c'est que, en regardant un troisième point, distinct des deux premiers, f.qn de x0, c'est l'intervalle qui a ses extrémités et qui contient ce point-là. Alors, je vous rappelle que les fqn de x0 s'accumulent sur x0 de façon alternée. Donc, fqn-1 et fqn seraient de côté opposé de x0, et par contre, fqn-1 et f-qn de x0 sont du même côté. Alors, l'application Fn, dont je vais peut-être voir le dessin tout de suite, voilà le dessin, voilà la formule. Donc, voilà mon intervalle, in de x0, pardon. C'est cet intervalle-là, celui qui contient f-qn de x0. Et l'application de retour, elle a deux formules, enfin, définies. Alors, sur un premier intervalle, disons celui-là ici, c'est simplement fqn de x. Vous voyez que ce point-là est envoyé par fqn sur celui-là. Ce point-là est envoyé sur le point fqn plus qn-1 de x0. Donc, cet intervalle-là par fqn sur cet intervalle-là. Et sur l'autre moitié, il faut itérer un tout petit peu plus. Il faut itérer qn plus qn-1 fois, puisque bien sûr ce point-là va maintenant sur celui-là. Et celui-là, en itérant qn plus qn-1 fois, va ici. Alors pour se convaincre, bon, là c'est clair d'après les points que j'ai indiqués, c'est clair que ces intervalles vont bien comme ça. Pour se convaincre que c'est bien l'application de premier tour, qu'on n'est pas repassé dans l'intervalle avant les temps que j'ai mentionnés, le plus simple, c'est de faire ça pour la rotation. Puisque si je prends la rotation qui a si j'appelle alpha le nombre de rotations de f, si je considère la rotation par alpha, je sais par le théorème de semi-conjugaison, ici, si je prends quelque chose de lisse, j'aurais même une conjugaison, mais enfin j'ai simplement besoin ici de la semi-conjugaison pour dire que les orbites sont disposées de la même façon pour petit f et pour la rotation r alpha. Donc je peux aussi bien penser ici, quand je parle de premier tour, il s'agit de savoir si je suis entre ces deux points-là, qui sont des points de l'orbite, je peux aussi bien le faire pour la rotation ou pour petit f. Et maintenant, si je regarde, par exemple, pour la rotation R alpha, eh bien, c'est simplement la propriété de meilleure approximation. La propriété de meilleure approximation, je vous rappelle, elle vous disait que la distance alors ceci c'est la distance de Q alpha au plus proche entier. Eh bien, ceci est supérieur ou égal à Qn-1 alpha pour Q jusqu'à Qn. Donc, avant le temps Qn, vous bougez au moins de Qn-1 alpha, qui est la longueur de l'intervalle. Donc, vous ne pouvez certainement pas, en partant de l'intervalle, revenir dans l'intervalle. Donc ça explique déjà ce fqn. Le temps de retour est au moins égal à fqn. Et pour la deuxième moitié de l'intervalle, pour vérifier, donc vous avez déjà contrôlé cette moitié. Et ici, si vous faites fqn, vous vous retrouvez cette fois-ci ici, donc en dehors de l'intervalle. Donc fqn ne marche pas. Mais par contre, fqn plus qn-1 marche. Et vous ne pouvez pas de nouveau repasser avant qn plus qn-1 dans l'intervalle. Pour la même raison, mais à un cran en dessous. Cette fois-ci, vous appliquez la même propriété avec Qn-2 alpha et Q plus petit que Qn-1. Et vous
parce que la distance entre un point qui serait là et un point qui serait à l'intérieur est forcément plus petite que Qn-2 alpha cette fois-ci. Donc, bon, c'est un exercice, mais enfin, si vous appliquez 2 fois la propriété de meilleure approximation, vous vérifiez cette formule qui est ici. Alors, cette formule qui est ici, en fait, c'est en fait d'une certaine façon une seule formule. C'est-à-dire que je vais me servir de l'intervalle IN, donc cet intervalle-là, pour obtenir un cercle, un nouveau cercle. Donc un nouveau cercle en recollant les extrémités de cet intervalle. Ça, c'est habituel. Mais attention, je veux obtenir un cercle avec une structure différenciable. Et la structure différenciable appropriée, comme je dois recoller x0 et fqn-1 x0, c'est d'utiliser précisément l'application f itéré qn-1 fois pour recoller les extrémités. Donc, on recolle par fqn-1. Et comme ceci, j'obtiens, je définis un cercle, d'abord topologique, mais en fait une variété différenciable, difféomorphe à un cercle. Mais maintenant, le point, c'est que Fn... Alors, vous voyez bien, comme d'habitude, on a échangé 2 intervalles ici. Quand on a recollé, c'est bien sûr un homéomorphisme du cercle. On a fait disparaître la discontinuité qui était ici, puisqu'on a maintenant recollé les extrémités. Donc, on n'a plus de discontinuité, mais en ayant en plus recollé de façon correcte, en quelque sorte, les extrémités par fqn-1, vous voyez qu'en quelque sorte, le Qn-1 qui est ici, le parasite en quelque sorte, va disparaître du point de vue différenciable. C'est-à-dire qu'en fait, on va obtenir un difféomorphisme, malgré de nouveau la discontinuité de la formule. On va obtenir un difféomorphisme que j'appelle Fn bar sur la variété Tn obtenue par recollement. Alors cette variété, elle est difféomorphe à un cercle, mais elle n'est jamais, enfin, tant qu'on est dans le cadre, en tout cas, C infini ou même analytique réelle, il n'y a pas d'uniformisation complètement canonique. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est difféomorphisme à un cercle, mais il y a beaucoup de difféomorphismes, puisqu'on peut toujours composer par un difféomorphisme du cercle. Donc, encore une fois, Tn n'est pas égal au cercle, c'est simplement difféomorphe au cercle. Il faut faire un choix de coordonnées sur Tn, sur la variété différenciable Tn, pour obtenir un difféomorphisme au cercle standard, R sur Z, et obtenir comme ça un vrai difféomorphisme du cercle. Donc, c'est un peu ce choix de difféomorphisme, d'uniformisation qui n'est pas du tout canonique dans le cadre C infini, mais qui peut devenir en tout cas plus facile à faire dans le cadre analytique. C'est une des raisons pour laquelle la méthode fonctionne plus facilement dans le cadre analytique. Alors, l'autre chose, c'est quel est le nombre de rotations de ce Fn. Ça, c'est plus ou moins clair, c'est-à-dire que, vous voyez, de nouveau, le nombre de rotations, c'est invariant par conjugaison ou semi-conjugaison. Quand je vais l'appliquer, ça sera toujours conjugaison, parce que je vais supposer au moins que F est un difféomorphisme de classe C2. En fait, ça sera très rapidement analytique, donc ça sera conjugué. Et vous voyez que si je regarde... Eh bien, l'application FQN, ça va être une translation par Qn alpha, quand je considère ça pour la rotation. Donc, c'est une translation par Qn alpha, mais rapportée à un intervalle qui est lui-même de longueur Qn-1 alpha. Donc, la rotation correspondante, c'est le rapport Qn alpha sur Qn-1 alpha. Et ceci, c'est précisément le nombre alpha n qu'on obtient en itérant l'application de Gauss, donc en faisant le développement en fraction continue du nombre de rotation alpha. Alors, j'ai mis un plus ou moins ici. Le plus ou moins, c'est surtout parce que cette variété Tn difféomorphe à un cercle, elle ne vient pas forcément avec une... Alors, tel que je l'ai fait, on avait certainement envie de l'orienter, si le cercle était orienté comme ça, de l'orienter comme ceci, mais une fois sur deux, suivant la parité de n, le fqn-1 sera de l'autre côté, au contraire. Et à ce moment-là, il faut orienter cette variété Tn. Enfin, il y a plusieurs choix, il y a 2 choix possibles, bien sûr. Il y a 2 choix possibles, il n'y en a pas qui soient absolument plus naturels que l'autre, enfin, ou du moins, on se fait une religion à un certain moment, on en choisit un. Et quand on change l'orientation d'un cercle, ça revient à conjuguer un difféomorphisme par un difféomorphisme qui renverse l'orientation.
Et si vous conjuguez, disons, la rotation par alpha par la transformation par l'homomorphisme x donne moins x du cercle, vous obtenez bien sûr la rotation par moins alpha. Donc, quand on n'a pas a priori défini l'orientation du cercle, le nombre de rotations n'est défini qu'au signe près. C'est pour ça aussi que je mets plus ou moins ici. Tout dépend comment vous avez envie d'orienter Tn. Voilà. Alors, donc, voilà ce qui rend les choses agréables dans le cas analytique, c'est ce critère qu'on a déjà vu pour les germes de diffeomorphisme holomorphe. Donc, on prend un diffeomorphisme maintenant analytique. Je vous rappelle que oméga, ça signifie réel analytique. On suppose que F, donc on choisit un R, enfin je veux dire R, il existe certainement un R positif, tel que ce petit f qui est un diffeomorphisme sur le cercle se prolonge en une application qui est holomorphe et injective, à valeur dans C sur Z, c'est-à-dire sans pôle, dans la bande delta R. Donc, ça sera toujours cette notation, delta R. Ça sera donc la bande dans le cylindre. C sur Z, c'est le cylindre de hauteur infinie. Et delta R, c'est la bande de largeur de hauteur 2R, c'est-à-dire de hauteur R de chaque côté, autour du cercle méridien R sur Z. Donc, donc ça, c'est les données. Maintenant, le critère, c'est que si on peut trouver une bande plus petite, a priori, delta R, une bande plus petite, mais qui, telle que si on part de cette bande, les orbites qui partent de cette bande restent dans la plus grande bande, delta R, alors en fait, on a, donc ça, c'est ce qu'on appellerait stabilité topologique. Je n'ai pas donné formellement la définition, mais si vous vous rappelez ce qu'on a vu pour les germes de diffeomorphisme holomorphe, on avait un germe qui était défini dans une grande boule, enfin plus grande, et puis on supposait qu'il y avait une petite boule, un petit disque, tel que les images du petit disque étaient toujours contenues dans le grand disque. C'était la définition de la stabilité topologique. Alors la conclusion, c'était qu'en fait, F était linéarisable dans un domaine qui contenait le petit disque, et c'est la même chose ici. Là, simplement, on a des bandes au lieu d'avoir des disques. Et donc là, on aura un domaine de linéarisation qui contient la petite bande, où les orbites sont définies, sont infiniment, pour lesquelles on peut définir les orbites en temps infini et en restant dans la grande bande. Voilà. Alors la démonstration est exactement la même, donc je ne vais pas démontrer cette proposition. Vous reprenez l'autre démonstration et il y a une très très légère adaptation. Mais enfin, je veux dire, c'est vraiment exactement la même démonstration. Alors, donc, en fait, on va toujours, pour démontrer les théorèmes de linéarisation analytique, en fait, montrer que les diffeomorphismes sont topologiquement stables, c'est-à-dire vérifient cette propriété avec un petit r approprié. Alors, donc, je vais donner un premier théorème que j'avais. Alors, j'avais mentionné un théorème plus tôt, on le montrera, mais un peu plus tard. Le premier théorème qu'on va démontrer, ou du moins pour lequel on va donner une indication de démonstration, je ne prétends pas que je vais démontrer complètement, c'est un théorème où les diffeomorphismes qu'on considère sont définis dans des bandes très larges, dans des cylindres très, très hauts. Alors, je rappelle la définition de la fonction de Bruno. Alpha n, de nouveau, c'est ce qu'on obtient par l'itération de la transformation de Gauss. Les bêtas sont les produits des alpha i le long de l'orbite, ici, et la fonction de Bruno, qu'on a déjà vue sous cette forme, donc qui est finie si et seulement si alpha est un nombre de Bruno. Et donc, alors, si on part d'un nombre de Bruno, qui sera le nombre de rotation alpha, et je pars donc dans ce théorème, encore une fois, on verra plus tard si on part d'un... mais dans ce théorème, on part d'un diffeomorphisme qui est défini, enfin, holomorphe et injectif dans une bande très grande puisque on a une constante universelle R0, et la bande où le diffeomorphisme est holomorphe injectif, delta R, elle est de hauteur R supérieure à R0, donc une constante universelle qu'il faut penser comme étant grande. Je ne sais pas, je veux dire, on pourrait, dans la démonstration, on pourrait essayer de l'estimer. Je crois que j'ai déjà fait l'effort, mais je sais de l'ordre de 10 à peu près, mais enfin, c'est certainement pas optimal. Et puis, bon, donc je ne cherche pas à donner une vraie valeur pour R0, mais enfin, c'est vraiment une valeur universelle.
Et puis ici, donc, on a la fonction de Bruno. Donc si la fonction de Bruno est très grande pour le nombre qu'on considère, effectivement, le grand R sera automatiquement très grand. Donc, sous hypothèse que f est holomorphe dans ce disque-là, alors automatiquement, f est analytiquement linéarisable, mais dans une bande plus petite, puisqu'on va perdre, donc on va perdre exactement la quantité qui est ici, donc 1 sur 2 pi phi de alpha moins R0. Voilà. Alors, donc, je vais donner une indication de ces théorèmes, et bon, la première chose, c'est qu'on va chercher à appliquer le critère qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire montrer que si on part de la bande delta petit r, avec le petit r qui était juste écrit, eh bien, en itérant, on va toujours rester dans la grande bande delta r. Et alors donc, pour ceci, on va utiliser une méthode de renormalisation, mais alors une méthode de renormalisation, j'ai envie de dire pas à pas, c'est-à-dire que vous vous rappelez qu'on avait cet intervalle in de x0. D'abord, ici, c'était sur l'axe réel. Comme maintenant, on est passé dans le complexe, on est dans C sur Z. On aura une version complexifiée, si j'ose dire, de l'intervalle. Mais surtout, on va prendre n égale 1. C'est-à-dire que les choses vont se passer entre x0 et f de x0. Puisque quand vous prenez égal 1, qn-1, ça fait q0, c'est égal à 1. Et puis ensuite, on a le temps de retour, le suivant, q1, c'est égal au premier entier qui apparaît dans la fraction continue. Donc c'est aussi la partie entière de 1 sur alpha. Donc alpha, il faut penser, pour le cas intéressant, donc f va en fait ressembler beaucoup à la translation par alpha. Pourquoi? Parce que, on va voir tout de suite, mais f va être holomorphe et injective dans une bande très très large, et ça implique de très très bonnes estimées près de l'axe réel. Donc f sera vraiment très très proche d'être la rotation par alpha. Donc vous avez un intervalle qui est approximativement de longueur alpha, et ce que vous devez faire ici, itérer essentiellement Q1 fois, ou A1 fois, c'est essentiellement faire une fois le tour du cercle. Donc il faut penser que ceci, c'est approximativement de longueur alpha. Le cercle est très très long, et donc il faut itérer. Vous partez d'un point ici, puis vous itérez un très grand nombre de fois jusqu'à revenir ici. Un très grand nombre de fois, bien sûr, si alpha est très petit. Mais enfin, ça sera le cas intéressant, si j'ose dire. Bon, alors, comment ça se passe? D'abord, effectivement, comme toujours, on passe au relevé, c'est-à-dire on considère un relevé de grand F de petit f, et donc le nombre de rotations maintenant devient un nombre réel, compris entre 0 et 1, et on prend la translation ici, z plus alpha, plus un terme phi de z, donc une correction non linéaire, qui est donc une fonction z périodique, et qui est définie dans cet ensemble, dans cette bande partie imaginaire. Alors maintenant, c'est la bande dans C. Je viens de tuer la translation par les entiers. Donc, dans cette bande partie imaginaire de z plus petit que r. Alors, donc ici, il y a une inégalité de Greuth qui vous dit l'injectivité, simplement, dans cette bande de petit f, vous garantit qu'en fait, la partie imaginaire de la fonction phi est minorée par cette quantité. Alors, je vous dis d'où ça vient, sans écrire les détails. Greuth, donc c'est quelqu'un qui, avec Teichmüller et d'autres, ont construit la théorie quasi conforme. Et il s'était posé le problème suivant. Donc, j'avais expliqué déjà dans un cours précédent la notion de module d'anneau. Donc, il y a des domaines annulaires, des domaines qui sont homéomorphes à des anneaux, et ces domaines ont un module. Alors, il s'était posé la question d'un domaine annulaire dont la frontière extérieure serait le cercle unité. Donc, ça, c'est le cercle unité dans le plan complexe. Et puis, donc, il voulait que la composante bornée du complémentaire du domaine annulaire contienne ces deux points. Donc,
pour être quelque chose comme ça. Enfin, ça peut être un blob plus... Voilà. Donc, cette composante doit contenir 0 et doit contenir le point grand R qui est ici. Donc R est bien sûr un paramètre plus petit que 1. Et ce qu'il cherchait, c'est à maximiser le module de cet anneau. Cet anneau qui se trouve entre le cercle à l'extérieur et le compact ici, donc c'est un compact plein à l'intérieur, soit le plus grand possible. Alors, ce n'est pas absolument surprenant, mais la solution est obtenue en prenant le segment. Donc, c'est ce compact à l'intérieur qui maximise le module de cet anneau, R étant fixé. R étant fixé, donc on peut uniformiser. Donc là, c'est de nouveau le disque unité, mais cette fois-ci, je prends un anneau rond, donc avec un disque intérieur de rayon ρ. Donc, cet exemple extrémal ici, donc il y a une relation entre grand R et petit ρ. Donc ρ, c'est un ρ qui dépend de grand R. Et alors, il y a une formule explicite que je ne vais pas écrire parce que c'est donné par des fonctions elliptiques et de toute façon, ça ne m'intéresse pas pour ce que je veux en faire. Donc, c'est une fonction elliptique. Mais ce qui m'intéresse, par contre, c'est que ρ, et alors que je ne me trompe pas dans le sens, oui, ρ est supérieur ou égal, donc à R sur 4. Donc, encore une fois, il y a une formule explicite, mais c'est ça qui m'intéresse, et c'est de là que vient le 4 qui est dans l'inégalité de Greuth, en prenant ensuite des logarithmes. Enfin, vous voyez, pour passer de cette situation à la situation C sur Z, il faut prendre des logarithmes et tout ça. Mais donc, c'est cette propriété. Et en fait, ceci est vrai, c'est optimal en quelque sorte à la limite lorsque R tend vers 0. Quand je prends ceci donc qui correspond à prendre des bandes de plus en plus larges. Des bandes de plus en plus larges. Donc, lorsque R tend vers 0, ρ devient asymptotiquement égal à R sur 4. Encore une fois, on a des formules explicites, mais plus compliquées. Et ce dont je vais me servir, c'est de celle-là. Donc, c'est assez facile, en prenant les logarithmes, de passer de cette formule-là à l'inégalité de Greuth qui est là. Donc, une fois qu'on a un contrôle, donc, très souvent, enfin comme toujours, je dirais même en analyse complexe, l'injectivité ici s'est traduit en quelque chose, en une estimée analytique ici sur la non-linéarité phi. Et une fois qu'on a cette estimée, on a toute une série d'inégalités, puisque quand on va intégrer ceci, on va obtenir pour les coefficients de Fourier de phi des estimés de ce type-là. Puisque le point, c'est que ceci est valable dans toute la bande partie imaginaire de z plus petit que r. Alors la fonction phi était z périodique, on la développe en coefficient de Fourier, et quand on applique Cauchy avec ceci, on obtient des estimés pour les coefficients de Fourier, donc ils décroissent très très vite. Pensez que grand R doit être grand dans cette histoire, enfin a tendance à être grand, et donc les coefficients de Fourier décroissent extrêmement vite. Et quand on ressomme pour obtenir des estimés sur phi, alors non seulement sur phi, mais sur j'ai besoin des deux premières dérivées, phi, d phi et d de phi, on obtient ceci. Donc ça, pour passer de là à là, c'est juste sommer, enfin faire une sommation. Donc vous voyez que quand on est près du bord, c'est partie imaginaire de z. Alors je ne veux pas être trop près du bord, parce que là, je n'aurai rien du tout. Je suppose que je suis à une distance au moins 1 du bord, delta r moins 1 par rapport à R. Donc j'ai une distance au moins 1 du bord, mais quand on est relativement proche du bord,
Bon, ceci, donc le parti imaginaire de Z est relativement proche de R, ceci n'est pas si petit que ça. Mais dès qu'on est, par exemple, près du cercle, alors près du cercle, disons, parti imaginaire de Z aux alentours, enfin, beaucoup plus petit que R, eh bien, ceci devient vraiment très, très petit. Donc, ça justifie un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, le grand F, quand grand R est grand, va vraiment ressembler vraiment beaucoup à une rotation près du cercle. Alors, en fait, ce qu'il me faut ici, c'est que la non-linéarité phi devienne petite devant alpha. Alors, vous voyez ce qu'il vous faut. Il vous faut donc que ceci devienne petit devant alpha, ce qui réclame donc de prendre ceci plus grand que log alpha moins 1, 1 sur 2 pi, enfin, ceci plus grand que log alpha moins 1, et donc R moins partie imaginaire de Z en valeur absolue, plus grand que 1 sur 2 pi log alpha moins 1. Donc voilà ce qu'on fait ici. Donc on a ce cylindre de hauteur 2R, enfin R de chaque côté du cercle, hein, et donc on retranche la partie du bord qui est 1 sur 2 pi log alpha moins 1 plus une constante universelle parce qu'on veut pas, on traîne des constantes dont on ne veut pas qu'elles explosent. Donc chaque fois, ça revient en fait à couper un petit peu plus, mais de façon complètement universelle, indépendante de alpha, indépendante de f. Et donc, dans cette bande plus petite, hein, donc une bande qu'on a tronquée, hein, dans la bande plus petite, on obtient... Alors, j'aurais pu aussi bien mettre alpha sur 10 ici, mais simplement, j'en ai pas l'usage, en quelque sorte. Hein, mais je veux dire, je pourrais aussi mettre alpha sur 10. Hein, j'ai gagné par rapport... Enfin, à cause des exponentielles précédentes, j'obtiens ça. Donc, c'est surtout ça qui est important. Vous voyez que on a f de z égale z plus alpha, plus quelque chose qui est plus petit que alpha sur 10. Hein, donc, la partie translation, même si elle est très petite, même si alpha est très petit, hein, la partie translation va dominer la partie non linéaire qui est plus petite qu'alpha sur 10, au moins donc lorsque z est devenu, je veux dire lorsqu'on a tronqué la bande de façon adéquate. Alors à partir de là, on fait une construction, je vais plutôt montrer la figure en même temps que ceci, voilà la construction. Hein, donc on construit un domaine. C'est la version complexe de ce que je faisais ici. Vous voyez, vous avez le point 0. Alors, j'ai pris 0 au lieu de prendre x0, mais enfin, c'est juste une facilité. Hein. J'ai pris donc 0, l'image de 0. Donc, l'intervalle que je notais I1 de 0, disons, c'est cet intervalle-là. Mais maintenant, je le considère, je veux dire, je le complexifie en quelque sorte, c'est-à-dire que je considère en fait un segment vertical, un segment dans la droite, dans l'axe imaginaire, entre moins IR étoile, dont IR étoile, c'est la hauteur qui est ici, jusqu'à IR étoile. Et puis, je considère son image, hein, l'image par grand F. Alors, donc, le point, c'est que, bien sûr, j'ai fait des hypothèses sur grand F à hauteur R étoile, ou à hauteur moindre que R étoile, de façon à ce que l'image soit effectivement vers la droite. Hein. Donc, puisque je sais que j'ai essentiellement une translation par alpha, qui est peut-être très petit, mais qui est malgré tout positif, hein, et puis une correction par une petite proportion de alpha. Hein, et puis ici, le fait que df soit proche de 1 vous dit que l'image de ce segment qui est juste vertical sera quelque chose qui est raisonnablement proche d'être vertical. Ici, c'est pour des raisons plus techniques se rapportant à des calculs de modules d'anneaux. Donc vous avez ce domaine. Alors vous le bordez donc par un segment vertical, l'image du segment vertical, puis vous complétez ici par deux segments. Hein. Donc je veux dire, avec ces deux estimés, vous êtes sûr que vous avez un vrai quadrilatère curviligne bien sûr, hein, donc que vous appelez U. Alors maintenant vous faites la construction que j'avais un peu décrite dans le cas réel, qui consistait à identifier les deux bords, x0, enfin les deux bords de l'intervalle, par, c'était fn-1, fqn-1 avant. Ici, encore une fois, qn-1 est égal à 1, donc ça va être par f. On va identifier, on va identifier les deux côtés verticaux de U, hein, ici, et donc obtenir un cylindre. Hein. J'identifie par f, hein, puisque j'ai justement pris un segment vertical et son image par f. Donc je recolle en utilisant grand F, et comme grand F est holomorphe, j'obtiens comme ceci une variété qui est biholomorphe à un anneau.
Biélomorphe a un anneau, mais en fait, je ne vais pas exactement dessiner l'anneau, je vais tout de suite prendre son relevé, puisque et donc c'est ce que j'écris ici. Donc l'uniformisation va me donner une fonction holomorphe grand H. Alors grand H, j'ai volontairement dessiné ce domaine beaucoup plus petit que celui-là, puisque l'uniformisation grand H a les propriétés suivantes. Premièrement, comme j'ai recollé par grand F, mais après uniformisation, j'ai fait le tour de l'anneau. Donc, ce qui correspond à grand F après uniformisation, c'est la translation par 1. Puisque je veux dire, c'est dans... donc, grand H, c'est pour ça que je dessine ces deux domaines, puisqu'ici, la largeur de la bande, c'était approximativement alpha, tandis qu'après uniformisation, on a un facteur d'échelle. C'est ce que j'ai un peu expliqué ici. Aussi, si vous voulez le voir simplement au niveau réel, j'ai un intervalle qui a priori est petit, si alpha est petit du moins, et que quand j'uniformise en un cercle, évidemment, il faut que je dilate cet intervalle par un facteur 1 sur alpha. On va revenir sur ce facteur 1 sur alpha. Donc, c'est bien pour ça que ce domaine est beaucoup plus petit que celui-là. Donc, ici, c'est le fait que ça soit une uniformisante. Puis ensuite, que j'ai uniformisé par un vrai anneau, me dit que l'image des deux segments horizontaux, enfin pseudo-horizontaux ici, presque horizontaux, va être deux segments exactement horizontaux. Donc c'est expliqué dans les deux formules. Donc ici, ça vous dit que l'image du bord supérieur a une partie imaginaire constante. Même chose pour le bord inférieur. Et d'ailleurs, ils sont symétriques pour des raisons d'unicité de l'uniformisation. Je veux dire, ce bord-là est symétrique de celui-là. Et finalement, bien sûr, je suis contenu entre ces deux bandes. Donc, il faut penser que l'anneau uniformisé, c'est ce domaine-là où j'identifie maintenant par une translation par 1. J'identifie les deux côtés ici par une translation par 1, et là, j'obtiens un cylindre tout à fait standard. Voilà, donc j'ai cette application uniformisante. Excusez-moi, oui, j'avais oublié cette... ça, c'est juste parce que j'ai un choix de translation, comme toujours quand je fais les choses. Donc, j'ai un choix de translation à faire, et ceci, c'est juste une normalisation. J'envoie le point 0 ici sur le point 0 ici, mais enfin, là, j'ai un choix de translation réel. Voilà, alors, maintenant, j'ai cette équation fonctionnelle. Je vais faire un tout petit dessin. Ah oui. Alors, je reprends un petit peu le dessin qui était il y a un instant. Alors, il faudrait penser qu'alpha est beaucoup plus petit et que ce dessin est beaucoup plus grand, mais enfin, je veux dire, pour faire un dessin, c'est un petit peu difficile. Je suis en train juste de translater par 1 le même dessin. Vous l'avez vu d'ailleurs, ça c'était U, ça c'est U plus 1. Et puis, il y a ce rectangle que je viens d'introduire sur le transparent. Et donc, vous voyez que ce rectangle, c'est quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc là, il y a une translation par 1. Donc ici, il y a une hauteur approximativement 1. Encore une fois, les proportions ne sont pas respectées sur le dessin, mais je suis difficile de faire un dessin. Il faut dire, encore une fois, il faudrait penser à ceci très, 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 très haut. Et voilà, donc à peu près comme ceci. Voilà le rectangle en question. Alors, quel est l'intérêt de ce rectangle? C'est qu'en fait, donc j'ai cette équation fonctionnelle, h de f de z égale h de z plus 1. Le point, c'est que quand je pars d'un point quelconque dans ce rectangle, à droite ou à gauche, c'est-à-dire j'itérerai positivement ou négativement suivant les cas, mais par exemple à droite. Donc, je vais itérer par grand F. Alors, il faut se rappeler que dans ce domaine, grand F est très proche d'être une translation par alpha. Donc, je vais itérer par grand F, et je vais avoir un unique itéré qui va tomber dans le domaine U. Il faut que je parte un peu plus bas, parce que, encore une fois, j'ai quand même un terme d'erreur qui me permet de dévier en gros, 1/10. En gros. Donc, je pourrais tranquillement monter, légèrement monter. C'est pour ça qu'il faut que je parte, que je me donne une sécurité ici. Mais le point, c'est que, donc, en itérant positivement, je vais tomber dans U, enfin, je veux dire, avant de sortir,
enfin je veux dire, avant de sortir de la zone où je contrôle bien les choses, c'est-à-dire la bande de largeur R étoile. Hein, de la même façon, si je pars de ce côté-là, hein, cette fois-ci j'itère par F-1 et je vais finir par retomber dans U. Donc ça me permet de définir H là-dedans, hein, puisque j'ai cette relation qui dit si je connais H en Z, je le connais en F de Z et inversement. Hein. Donc comme ceci, je prolonge H le long des orbites. Hein. Je connais H dans U, hein, et ensuite j'utilise l'équation fonctionnelle pour le prolonger dans tout le rectangle. Alors ensuite, donc, on a cet estimé, j'ai déjà mentionné, là je ne vais pas chercher à expliquer pourquoi, mais basiquement c'est parce qu'il y a beaucoup d'estimés, elles sont toutes à base de modules d'anneaux. Hein. Là je vous renvoie vraiment à la référence que j'ai donnée pour voir comment on s'y prend. Ce n'est pas très compliqué, c'est assez systématique, hein, mais c'est quand même, enfin je veux dire, des calculs. Hein. Donc ce qu'on voit, c'est que quand même, basiquement, au moins intuitivement, hein, H de Z ressemble à une application linéaire qui serait α-1Z. Hein, on a cette dilatation, H est holomorphe hein, de toute façon, et on a vu que l'intervalle, elle doit transformer un intervalle de longueur alpha ici en intervalle de longueur 1. Hein, donc c'est la dilatation qu'on attend, c'est effectivement α-1. Donc le point, c'est de prolonger cette dilatation attendue, enfin de montrer cette dilatation attendue au niveau au moins des parties imaginaires, mais enfin c'est aussi vrai au niveau des parties réelles, dans toute la bande, dans tout ce rectangle qui est ici. Donc, en fait, on peut penser en première approximation, hein, je veux dire, bien que ça soit évidemment pas exactement vrai, hein, que H ressemble vraiment à α-1Z. Alors maintenant, quelle est l'application de retour qu'on a mentionnée? C'est l'application, alors ça dépend, on veut la lire, hein, vous vous rappelez qu'ici, quand j'ai fait ce dessin, on avait identifié les extrémités de l'intervalle par Fn-1, comme ici on avait ce domaine que j'ai appelé U, on a identifié les bords hein, par grand F. Hein. Alors, ce qui revient à considérer, encore une fois, la coordonnée grand H, à utiliser l'application grand H hein, et la considérer comme une nouvelle coordonnée. Alors à ce moment-là, hein, l'application de retour, elle est donnée, donc c'est ce F1 qui est ici, hein, et qui correspond à la translation par -1, disons. Enfin, je veux dire, encore une fois, il y a un choix de savoir. Donc, quand j'applique F1 à au point, alors il manque une parenthèse, au point H de Z, eh bien, on obtiendra ceci. Ça, c'est l'équation fonctionnelle, hein, et donc ceci. Donc, vous voyez que le F1 envoie le point H de Z sur H de Z-1. Il faut traduire enfin, par H la translation par 1. Alors, j'ai déjà un peu expliqué avant, mais je veux dire, le F1, donc le F1, c'est vraiment ce que j'avais appelé Fn bar auparavant, mais dans sa version complexe. Hein, donc le nouveau F1 maintenant est un difféomorphisme du cercle. Donc vous voyez, juste un point, je veux dire, j'avais expliqué que dans le cadre réel, hein, l'uniformisation, il n'y avait pas d'uniformisation spécialement meilleure. Il y avait une variété difféomorphes au cercle, mais il n'y avait pas un difféomorphisme préférentiel. Ici, en quelque sorte, le fait d'avoir uniformisé en mettant ces segments horizontaux ici m'a plus ou moins fixé l'uniformisation. C'est un choix facile et naturel d'uniformisation. Et donc, ça a vraiment choisi une uniformisation du cercle ici, du cercle réel, hein, en considérant l'extension holomorphe. Alors, ceci étant, le F1 qu'on obtient a le nombre de rotations. Alors là, j'ai effectivement fait un choix d'orientation donc, qui me donne un nombre de rotations moins α1. Hein, le point, c'est que la transformation de Gauss, c'est 1 sur x moins la partie entière de 1 sur x, et 1 sur x, ça renverse l'orientation. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'on obtienne moins α1 et pas α1. Hein, et donc, cette transformation α1, donc, vous voyez, ça, c'est essentiellement le R étoile ou R étoile moins 1. Enfin, c'est la hauteur de ce rectangle-là.
Hein, la hauteur de ce rectangle-là, ou peut-être je retranche encore 1 ou quelque chose comme ça, mais enfin, je veux dire, ce R2, c'est une constante universelle. Par contre, le α-1, il vient de la dilatation. Hein, il vient de la dilatation, puisque je dois lire tout ceci dans la coordonnée donnée par grand H. Donc, ce rectangle-là, il est dilaté par alpha, et donc sa hauteur devient à peu près celle-là. Voilà. Et donc ça sera le domaine de ma nouvelle application F1. Voilà. Alors, vous voyez, on a perdu quelque chose, mais on a aussi gagné quelque chose. Hein. Pensez que alpha est très petit. Alors, alpha très petit, ça vous oblige à avoir R très grand. Alors, évidemment, là, comme alpha est très petit, 1 sur 2pi log alpha-1 est très petit et très grand, vous retranchez quelque chose de très grand, plus une constante universelle, mais ensuite, vous multipliez par alpha-1, qui, lui, est très grand. Hein, donc, il y a un jeu, enfin, je vais dire, la bande R1, en fait, en s'y prenant bien, elle sera en fait beaucoup plus grande que la bande précédente. Hein, contrairement aux apparences, parce qu'on commence par retrancher quelque chose, mais l'effet de la dilatation ici sera en fait plus fort que l'effet de soustraction qu'on a eu ici. Alors, dernière chose, c'est sur le temps. Hein, vous voyez que ici, essentiellement, une itération de F1 correspond à A1 itération, donc A1 c'est plus ou moins 1 sur alpha, correspond plus ou moins à 1 sur alpha itération de F. Donc des longues orbites de F, c'est-à-dire, on peut le voir dans un sens ou dans l'autre, si je regarde L itération de F1, donc la longueur c'est le temps ici, donc je regarde une itération de F1 dans ce domaine, si j'itère L fois pour F1, à cause de la formule qui est ici, ça correspond à itérer pour F beaucoup plus de fois. C'est bien l'idée de la renormalisation. Je regarde des applications de retour, et une seule application de l'itération de retour, ça correspond à beaucoup d'itérations de l'application initiale. Donc ici, je gagne un facteur alpha-1 entre les temps respectifs de F1 et de F. Bon, là, on a presque terminé, modulo les estimations que je n'ai pas faites, bien sûr. Puisque si on part d'un R0 qui est beaucoup plus grand que R2, les R2, donc tout ça c'est des constantes universelles et je saute tout ce qui est technique, et donc c'est juste pour prendre des précautions que je prends R0 beaucoup plus grand que R2, mais une constante universelle. Le point c'est que donc on a cette relation fonctionnelle entre la fonction de Bruno en alpha et la fonction de Bruno ou alpha1 qui est G de alpha, le premier itéré pour la transformation de Gauss. Donc ça, c'était l'équation fonctionnelle. C'est une équation fonctionnelle, comme je l'avais expliqué à l'époque, tout à fait simple, puisque ça, c'est le premier terme de la série de Bruno. Et ensuite, pour les autres termes de la série de Bruno, c'est les mêmes au facteur d'échelle alpha près. Parce que dans les bêta n, c'était le produit des alphas le long de l'orbite. Comme j'ai décalé l'orbite de 1, il y a un alpha qui sort. Donc ça, c'est la relation fonctionnelle de l'équation de la fonction de Bruno élémentaire. Mais à cause de la formule que je viens de voir, je reviens un instant, ici, la formule entre les rayons ici, vous voyez que vous avez, alors il y a un facteur 2pi, un facteur 1 sur 2pi, mais vous avez ici le premier terme de la série de Bruno, et puis ici le coefficient, exactement le coefficient d'échelle de la fonction de Bruno. Donc si vous revenez ici, alors il y a ce R2, c'est pour ça qu'il faut prendre R0 beaucoup plus grand que R2, mais en fait si vous partez d'un R qui était plus grand que 1 sur 2pi phi de alpha plus R0, donc suffisamment grand, eh bien en fait le R1 qui apparaît, le R1 que je viens de construire, il est lui aussi, il a la même relation avec la fonction de Bruno, mais maintenant pour alpha 1. Donc je suis dans une situation où je peux itérer le processus de renormalisation, puisque si je suis parti donc avec une bande assez large pour le F avec un nombre de rotations alpha initialement, j'ai maintenant un F1 qui lui aussi est défini sur une bande assez large par rapport au nouveau nombre de rotations qui est alpha. Et donc je peux itérer. Alors le point c'est qu'une fois que je peux itérer, j'ai gagné, parce que on vient de voir que une orbite longue pour F correspond à une orbite courte pour F1. Et donc je vous rappelle, je suis en train d'essayer de montrer la stabilité topologique. Et la stabilité topologique, c'est montrer que les orbites restent toujours dans la bande de départ grand R.
hein, en partant suffisamment bas, en partant dans la bande de largeur petit r. Hein. Donc la bande de largeur petit r, c'est celle où on soustrait cette quantité à grand R. Hein. Donc j'ai dit un argument de descente infinie, c'est-à-dire que s'il y avait une orbite qui sortait pour grand F, hein, eh bien, je trouverais, donc par la normalisation, une orbite qui sortirait aussi, maintenant pour F1, mais qui serait plus courte. Puis j'itère le processus. À la fin, j'obtiendrai une contradiction parce que j'aurai une orbite qui sortirait en un coup, tout en étant très loin du bord. Donc, je veux dire, toutes les estimées que j'ai me disent que je ne peux pas sortir en un coup ou en un nombre très, très borné de coups. Et donc, en fait, l'argument dit descente infinie, dans le sens où on regarderait quel est le temps le plus court pour s'échapper, et on obtient une contradiction, ce temps ne peut pas exister, hein, donc montre qu'en fait, les orbites qui partent de cette bande, hein, ne peuvent jamais s'échapper de la grande bande. Et donc, on a montré la stabilité topologique et donc la linéarisabilité analytique. Donc, encore une fois, hein, j'ai sauté allègrement par-dessus tous les détails analytiques. Hein, mais donc, sinon, c'est à peu près... Je veux dire, j'ai quand même essayé de donner les idées géométriques. Alors, donc, ça, c'est une première version d'un théorème de linéarisation locale. Locale dans le sens, parce que j'ai fait une hypothèse un peu cachée, si vous voulez, mais j'ai fait l'hypothèse que j'étais très proche d'une rotation sous la forme du fait qu'il y avait une extension holomorphe et injective dans une bande très large. Hein, donc Alors, voilà une version, cette version, je l'ai déjà énoncée la dernière fois, hein, où ici, la bande peut être très petite cette fois-ci. Donc on se donne la bande au départ, donc c'est différent. Hein. On se donne la bande, hein, un nombre de Bruno alpha. Eh bien, il existe un epsilon, donc c'est le théorème dont la première version, pas sous l'hypothèse de Bruno, mais sous l'hypothèse diophantienne et due à Arnold. Hein, et ensuite, il y a une version du Russman, et puis sous cette version, je crois, c'est dans l'article que j'ai mentionné au départ. Donc, il existe un epsilon, hein, tel que si on part d'un difféomorphisme petit f, hein, donc avec nombre de rotations alpha. Mais maintenant, au lieu de supposer, donc comme la bande est très petite, là, il faut que je fasse une hypothèse de proximité, mais sous une forme C0. Hein, c'est-à-dire sous cette forme-là, je suppose que f de z moins alpha est plus petit que epsilon. Donc le epsilon dépend de alpha et du rayon, enfin de la largeur de bande petit r. Donc si on a cette hypothèse de proximité, alors la conjugaison que je sais exister par le théorème de Dangeois, c'est pour ça que je dis, la conjugaison existe par le théorème de Dangeois, mais est en fait analytique sous cette hypothèse. Bon, est-ce que je... Oui, je vais quand même essayer d'avancer un peu dans la démonstration. Alors, je vais donner une... Là, je peux donner pratiquement la démonstration. Donc, à partir du théorème précédent. Hein. Ce n'est pas un théorème indépendant du précédent, c'est une conséquence assez facile du précédent. Alors, pourquoi bon, d'abord, je peux toujours supposer qu'alpha est compris entre 0 et 1. Et de nouveau, je vais utiliser cette notation alpha n pour les itérer par la transformation de Gauss du nombre de rotations. Donc il y a un lemme. Alors un lemme, c'est celui-ci, je ne vais pas donner la démonstration, mais je pense qu'il est il est assez convaincant. Je vais faire le dessin dans un instant. Donc, oui, je vais peut-être faire le dessin. Donc, je mets juste 0 et 1 pour l'échelle. Donc, j'ai maintenant a priori une bande qui est beaucoup plus petite. Ça, c'est le petit r. Alors, je vais la faire quand même plus grande parce que j'ai besoin... Oh, oui. Juste pour que le dessin soit lisible. Mais il faut penser a priori que petit r est... Alors, je
dessine-les d'un seul côté parce que tout est symétrique. Mais enfin, voilà la bande à deux côtés. Hein. Voilà ma bande. Et donc, en fait, qu'est-ce que dit le lemme, hein? Il vous dit que si vous choisissez un R1, la seule restriction à R1, c'est que ça doit être plus petit que alpha moins 1R. Hein? Alors, pourquoi alpha moins 1R? C'est parce que, encore une fois, je vais faire une étape de renormalisation. Donc, j'ai comme avant mon point x0. J'ai le point f de x0, mais qui est pratiquement égal, je vous rappelle, à x0 plus alpha. Avant, c'était parce que c'était injectif dans une très large bande. Maintenant, c'est parce que j'ai fait l'hypothèse. Hein, je fais l'hypothèse que f de z est très proche de la rotation. Donc, ça sera plus grand taux de epsilon, enfin quelque chose qui est plus petit que epsilon. Donc j'ai cette bande, donc, et epsilon, je peux me le choisir très petit. Hein, c'est bien ce que dit le lemme, il existe epsilon. Hein, et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même construction qu'avant, mais maintenant, je vais monter presque au bord de la bande. Pourquoi? Parce que j'ai l'estimé, pour le coup, j'ai plus de raison de perdre quelque chose sur le bord de la bande, hein, puisque j'ai fait l'hypothèse de proximité, hein, vraiment jusqu'au bord de la bande, et epsilon est vraiment très très petit. Donc l'estimé C0 que j'ai, ça me donne tout de suite par Cauchy, par les estimés de Cauchy, des estimés au-dessus sur la dérivée, ou tout ce que vous voulez, arbitrairement proche du bord de la bande. Donc je prends quelque chose qui monte presque au sommet, hein. L'image va être quelque chose de presque vertical. Encore une fois, ça sera tout donné en termes de epsilon. Si epsilon est très petit, ça sera arbitrairement proche de la verticale. Et puis je recolle comme avant par le segment. Donc c'est le même dessin qu'avant, en quelque sorte, qualitativement. Hein. Mais simplement, je n'ai pas eu besoin de tronquer ma bande, parce que j'ai fait l'hypothèse de proximité, c'est 0. Je vais peut-être effacer maintenant. Donc, eh bien, le difféomorphisme de renormalisation que vous obtenez donc de nouveau en identifiant les deux côtés et en regardant l'itération, donc il faut itérer jusqu'à passer au translaté par 1 de cette bande, hein, eh bien, va vous construire un F1 qui est lui-même proche d'une rotation. Alors, je sais que le nombre de rotations de F1, c'est moins alpha 1, hein, donc ce qui explique que c'est cette quantité que je considère. Et ici, c'est la partie non linéaire que je regarde. Et cette partie non linéaire, elle est aussi petite que je veux. Le epsilon 1 était donné au départ, à condition, bien sûr, que je prenne epsilon assez petit. Donc, ce n'est pas très surprenant. Si je fais ça avec des rotations, hein, F1, ici, j'aurai epsilon égale 0, et ici, j'aurai epsilon 1 égale 0. Hein, la transformation obtenue par renormalisation d'une rotation, c'est encore une rotation. Donc, essentiellement, donc, je ne veux pas faire la démonstration, mais c'est juste par continuité à partir du cas des rotations. Donc, il faut faire quelques estimations. Enfin, je veux dire, c'est basiquement, si je prends epsilon assez petit, tout du long, toutes les estimées ont des... Enfin, la comparaison aux rotations se fait avec des epsilon primes arbitrairement petits tout du long. Voilà. Alors, à partir de ce lemme, le théorème précédent devient facile à démontrer. Donc, là, je vais empiéter un peu sur la deuxième heure pour terminer la démonstration, pour ne pas m'arrêter au milieu. Donc, je me donne un petit... Donc, je me suis donné un petit R, hein, c'est la largeur de la bande. Donc, je fais maintenant la démonstration du théorème de linéarisation à partir du lemme. Donc, j'ai alpha, un nombre de Bruno. Donc, je commence par choisir n. Grand N, c'est c'est un nombre d'itérations de la transformation de Gauss, tel que le reste dans la série de Bruno. Donc, je somme à partir de grand N ici. Donc, comme la série converge par hypothèse, hein, c'est un nombre de Bruno, la série converge, donc je peux choisir n assez grand pour que le reste qui est ici, alors il y a toujours des 1 sur 2pi dans ces formules, mais que le reste qui est ici devienne plus petit que R sur 2. Donc, R était peut-être très petit au départ, mais malgré tout, je peux quand même trouver un grand N qui va, à ce moment-là, évidemment, être très grand, hein, de façon à ce que ceci devienne vrai. Et maintenant... Donc, alors, d'abord, la première chose à observer, c'est toujours d'après l'équation fonctionnelle, la fonction de Bruno, hein, cette propriété, c'est la même chose que celle-là. C'est strictement équivalent, hein, parce que, justement, ce qui est ici, c'est vraiment phi de alpha n au coefficient d'échelle près,
hein, qui en l'occurrence est ce coefficient βn moins 1 moins 1. Donc cette formule est équivalente à celle-là, trivialement. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est simplement... Donc on a un epsilon n qu'on se donne hein, au départ, et on va choisir un Rn. Donc ce Rn, je le prends, alors 3/4, n'importe quel nombre plus petit que 1 fonctionnerait ici. Il faut que j'ai un nombre plus petit que 1, simplement. Et puis je veux aussi un nombre plus grand que 1,5. Donc j'ai pris 3/4, mais enfin... donc j'ai Rn qui est 3/4 de βn moins 1 moins 1 R. Je vais utiliser... Donc vous vous rappelez ce qui se passait dans le lemme. Hein. Dans le lemme, on a ce facteur alpha moins 1. Mais je vais appliquer le lemme n fois. Donc je vais multiplier les facteurs alpha moins 1 successifs le long de la fraction continue. Hein. Et donc le facteur qui apparaît, c'est ce facteur βn moins 1 moins 1. Et donc j'ai mis un facteur plus petit que 1 pour que je sois plus petit strictement plus petit que βn moins 1 moins 1. Donc en appliquant n fois le lemme, hein, je peux trouver un epsilon positif tel que si je pars de f qui vérifie ça, donc toujours les hypothèses de proximité aux rotations, eh bien après avoir appliqué n fois maintenant la propriété la construction de renormalisation, eh bien le Fn que j'obtiens hein, vérifie ceci. Alors donc on change chaque fois le signe, enfin je veux dire c'est plus ou moins entre alpha n, donc ça explique ceci. Mais enfin l'important c'est que je termine avec quelque chose qui est toujours proche des rotations, donc l'epsilon je me suis donné au départ, hein, qui est toujours proche des rotations, hein, mais maintenant donc dans cette bande de hauteur Rn. Alors maintenant, bon, par Cauchy, j'ai estimé une estimée C0, je vais me raccrocher à l'autre théorème, au théorème de linéarisation dans les grandes bandes, où l'hypothèse n'était pas une hypothèse C0, c'est une hypothèse d'injectivité. Hein, donc là, j'utilise un coup de Cauchy hein, pour dire que si j'ai une estimée comme ceci dans la bande de largeur Rn, eh bien, en diminuant encore un petit peu la bande, comme epsilon peut être très très petit, hein, je vais voir que le grand Fn va devenir injectif. Hein, parce que je vais contrôler la dérivée de Fn qui va être en fait proche de 1. Et donc le grand Fn sera injectif dans une bande légèrement plus petite. Donc je perds de nouveau un petit peu entre le 3/4 que j'avais, maintenant le 2/3 qui est ici. Donc j'ai un tout petit peu perdu. De nouveau, c'est simplement en prenant epsilon n assez petit. Hein. Je veux dire que epsilon n, je veux dire, je sais de combien je peux me permettre de diminuer la bande, et donc ça me dit combien il va falloir que je prenne, quelle est la taille qu'il va falloir que je choisisse pour epsilon n. Hein. Donc maintenant, alors c'est ce qui apparaissait juste avant, hein, vous avez cette formule-là. Hein, et donc, il y avait un 1,5, ici j'ai un 2/3, donc j'ai de la marge. Hein, et donc le grand Rn qui apparaît avec 2/3 devient largement plus grand que 1 sur 2π phi de alpha n. Donc c'est gagné, hein, puisque ça c'est la largeur de bande qui est nécessaire pour pouvoir appliquer le premier théorème, celui de linéarisation dans les larges bandes, hein, et j'ai un Rn maintenant qui est plus grand que ça. Hein, donc je peux conclure que grand Fn est analytiquement linéarisable. Hein, donc ça veut dire que c'est topologiquement stable, et donc grand F, Fn c'est une application de retour pour grand F, donc Fn est a fortiori également analytiquement linéarisable. Donc on a montré le théorème. OK, donc dans la deuxième heure, on verra, de nouveau sans voir tous les détails, mais on verra qu'est-ce qui se passe lorsqu'on supprime ces hypothèses de proximité aux rotations, que ce soit sous la forme d'injectivité sur des grandes bandes ou de proximité C0 dans des bandes fines. Hein. On verra qu'il y a encore un théorème de linéarisation, mais la condition arithmétique ne sera plus la condition de Bruno, qui est insuffisante pour faire ça. Voilà, donc 5 minutes de pause.